Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de ce journal, à quelques jours des élections présidentielles et législatives en Centrafrique, les derniers développements politiques suscitent plusieurs interrogations quant à la bonne tenue des scrutins prévus le 27 décembre. Le parti de l'ancien président centrafricain François Bozizé, qui exige le report des élections, est accusé par le pouvoir de vouloir fomenter un coup d'État. Le Burundi tente de stabiliser sa situation intérieure et de rétablir ses relations avec la communauté internationale après des années de perturbations en raison de l'instabilité provoquée par la crise déclenchée en 2015. Le décryptage à suivre dans ce journal. Et le plan Niger 2.0 s'étend au domaine agricole à travers le projet Village intelligent. Le programme se veut ambitieux, il vise le développement de l'agriculture et de l'élevage par le numérique. Mais tout d'abord, une nouvelle souche du coronavirus frappe l'Afrique du Sud. La nouvelle variante du Covid-19 semble se propager plus rapidement avec des charges virales plus élevées. Annonce faite par le ministère de la Santé qui s'appuie sur des recherches menées par des scientifiques nationaux. Cette nouvelle forme pourrait expliquer la rapidité des transmissions que connaît actuellement le pays. Selon le ministre de la Santé, Zweli Mikize, l'Afrique du Sud fait face à une deuxième vague. 900 000 cas positifs et près de 25 000 morts ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. À noter que la Grande-Bretagne a également annoncé la découverte d'une variante du virus. En Centrafrique, l'opposition réclame le report des élections, notamment l'élection présidentielle prévue ce 27 décembre. C'est la coalition de l'opposition démocratique qui émet cette demande. La COD 2020, conduite jusqu'à récemment par l'ancien président François Bozizé, la présidence dénonce ce positionnement du parti qui l'accuse de vouloir mener un coup d'État. Le gouvernement réitère par ailleurs que l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle ont assuré que les élections vont se tenir dans les temps. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Thierry Ndassar. La ville de Bangui en République centrafricaine retient son souffle. La tenue de l'élection présidentielle prévue le 27 décembre prochain semble compromise, notamment en raison des tensions sécuritaires actuellement en cours dans le pays. Les forces centrafricaines sont sur le pied de guerre face aux combattants rebelles. La ville de Mbaïki, située à 110 km de la capitale Bangui, a été ces derniers jours le théâtre d'affrontements entre les forces armées centrafricaines et l'un des groupes armés les plus influents du pays, le mouvement 3R. Au sein de l'opposition centrafricaine, cette situation fait suite à l'échec des accords de Khartoum de 2019. Il faut voir ce qu'ils disent. Ces groupes rebelles qui sont signataires de l'accord de Khartoum nous disent que le président de la République serait un duplicite, qui n'a pas tenu parole et que, fort de cela, il lui demande de partir. Ça, c'est entre partenaires privilégiés, puisque nous, forces vives de la nation, nous avons été exclus de ce processus-là. Et ce que je dis ici, c'est qu'il est hors de question que le pouvoir démocratique soit conquis par la force des armes. Anis et Georges Dologuélé, le président de l'Union pour le renouveau de la Centrafrique, appelle à un report du scrutin. Pour l'ancien chef du gouvernement sous le régime du feu président Ange-Félix Patassé, la crise actuelle ne permet pas d'assurer l'ouverture des 5500 bureaux de vote que compte le pays. De sources militaires, le chef du mouvement rebelle 3R, Abba Sidiki, a trouvé la mort le 18 décembre dernier lors d'affrontements contre l'armée nationale. Nicolas Tchongaï, le porte-parole de la coalition de l'opposition démocratique, appelle à un report des élections groupées du 27 décembre. La COD 2020 exige par ailleurs la convocation sans délai des forces vives de la nation. Dans l'actualité également, les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement se sont réunis ce dimanche pour un sommet extraordinaire à Djibouti. Un sommet dans un contexte de tension entre les pays de la Corne de l'Afrique et notamment entre l'Éthiopie et le Soudan, mais également entre la Somalie et le Kenya, mais surtout en pleine crise du Tigré. La réunion se tenait en présence du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.
Focus à présent sur le Burundi. Où en est la situation socio-économique? Voilà 6 mois que le président Evariste Ndayishimiye a pris les rênes du pays, devenant alors l'héritier d'un Burundi aux innombrables défis, après des années de bouleversements ayant notamment entraîné l'isolement du pays sous les sanctions de ses principaux bailleurs de fonds. Nelly Claude Bessard. L'année 2020 pourrait être considérée comme le début d'une nouvelle phase pour le Burundi. Dès son accession au pouvoir en juin 2020, le président Evariste Ndayishimiye a consenti beaucoup d'efforts dans l'amélioration des conditions de sécurité et des priorités pour son gouvernement. Même si la sécurité générale s'est améliorée, d'importantes préoccupations en matière de droits humains persistent au Burundi et les tensions politiques sont aggravées par la détérioration des conditions de vie. De nombreux habitants ont fui et se sont déplacés dans d'autres régions du pays ou réfugiés dans des camps dans les pays voisins. Donc c'est des discours contradictoires en parlant de démocratie, mais la violence politique est toujours là, les emprisonnements arbitraires sont toujours là, les milliers de prisons sont surpeuplées, c'est des chiffres ahurissants. Ndayishimiye est dans le prolongement de Nkurunziza, dans ses agissements, mais aussi dans le discours qui est très agressif envers les opposants. Le pays est devenu totalement, dans les chiffres, le pays le plus pauvre du monde, ce qui a créé des conditions très difficiles pour les populations. On a encore environ 400 000 réfugiés à l'étranger, sans compter la diaspora et toutes les personnes qui avaient fui le pays dans les années 90. Pour ce qui est de la politique extérieure, le nouvel homme fort du Burundi semble miser sur un peu plus d'ouverture que son prédécesseur. Le général-major Evariste Ndayishimiye s'est lancé dans un processus de normalisation des relations avec des pays tels que la Tanzanie, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Le pays a aussi repris ses relations bilatérales avec l'Organisation internationale de la francophonie. On est face à un régime qui, au niveau des agissements, n'a pas changé, mais qui a une volonté de conquête ou de désenclavement, de désisolement dans lequel Nkurunziza l'avait plongé. Peut-être qu'il va continuer à s'ouvrir, peut-être que Ndayishimiye va oser aller en Europe, il va essayer de jouer ou d'afficher une image de président normal, alors que c'est juste un général qui est à la tête d'un gouvernement tenu par des généraux et qui sont, eux, poursuivis pour crime. Dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19, le pays a perdu le président Pierre Nkurunziza le 8 juin 2020. Pour l'heure, les autorités actuelles intensifient leurs efforts de retour d'accalmie pour de meilleures conditions de vie des populations. Les autorités nigériennes ont lancé au début du mois un tout nouveau programme. Il s'agit du projet Village intelligent destiné à transformer l'agriculture et le secteur de l'élevage grâce au numérique. Le défi est de taille dans ce pays où l'accès à l'Internet n'est pas à la portée de tous. Concernant le programme, c'est l'Agence nationale pour la société d'information qui le pilote. Le projet doit à terme connecter 2111 villages. Lorita Simbou. Lancé le 3 décembre 2020 au Niger par les autorités du pays, le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique est un programme qui vise à développer l'agriculture et l'élevage essentiellement par le numérique. Ce projet qui ambitionne de connecter 2111 villages va grâce au financement d'infrastructures numériques impacter près de 1,5 million de producteurs dans tout le Niger. Le financement d'infrastructures numériques pour aider l'agriculture et l'élevage à sortir du marasme dans lequel se trouve le Niger est une décision à saluer à plus d'un titre, puisque le Niger, comme la plupart des pays sahéliens, a un potentiel agropastoral immense qui reste à ce jour inexploité. Dans le cadre de ce projet, il est prévu une large campagne d'éducation numérique et financière par laquelle les autorités du Niger comptent moderniser les moyens de paiement et développer les transactions financières dans les zones ciblées. D'un coût global d'environ 58 milliards de francs CFA, ce projet sera piloté par l'Agence nationale pour la société d'information du Niger sur une durée de 6 ans. Si ce projet est mené à terme, le Niger deviendra un pays autosuffisant et très rapidement commencera à exporter des produits tant agricoles que de viande dans tout le continent. Et pour cela, il faut déjà anticiper en organisant les deux filières
et aider les paysans par des formations ciblées et accessibles en langue locale. Le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique s'inscrit dans un vaste plan intitulé Niger 2.0 qui vise à réduire la fracture numérique au Niger. Aussi, ce nouveau projet entre dans le cadre des orientations amorcées par les pouvoirs publics du pays en vue notamment de promouvoir la formation des jeunes pour constituer un maximum d'agro-entrepreneurs locaux au Niger. Les banques camerounaises accordent plus facilement des prêts aux entreprises qu'aux particuliers. Et pourtant, ce sont des ménages que proviennent principalement les dépôts bancaires. Pour expliquer ce paradoxe, les banques évoquent le niveau de risque que représentent les particuliers. Lorita Simou. L'état du marché bancaire camerounais au terme des 6 premiers mois de 2020 révèle qu'à la fin du mois de juin, le stock d'argent déposé dans les banques par les particuliers était de 2100,2 milliards de francs CFA. Cela représentait 40,8% de l'ensemble des dépôts bancaires. Les entreprises ne possédaient dans les banques que 1226,44 milliards de francs CFA, soit 23,8% des dépôts bancaires. La première raison, c'est que les particuliers font des dépôts à vue, donc qui ne séjournent pas longtemps dans le compte ouvert auprès des livres de ces banques commerciales avec lesquelles ces particuliers sont en relation commerciale. Donc le fait que ces dépôts à vue sont l'essentiel des dépôts effectués par ces particuliers peut justifier pourquoi la banque ne leur accorde pas aussi assez de crédit. Alors que leur argent constitue une part importante des ressources bancaires au Cameroun, les particuliers sont moins servis en termes d'accès au crédit. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, en fin juin 2020, sur un total de 3 682,3 milliards de francs CFA de prêts bancaires à l'économie, l'encours des crédits bancaires qui ont été accordés aux particuliers était de 610,8 milliards de francs CFA, soit 16,6% du total. Le fait que les particuliers fassent partie de la clientèle qui fait assez de dépôts auprès des banques commerciales et qui malheureusement en retour ne reçoivent pas conséquemment à due concurrence le crédit qu'il a déposé peut pousser donc le particulier un moment à chercher ce qu'on peut appeler des voies de contournement. C'est de faire quoi? D'aller vers des opérations dont le coût de loyer de l'argent est très élevé, mais permet en sorte que le bénéficiaire puisse régler son problème immédiatement. Au Cameroun, selon l'état du marché bancaire, les gros bénéficiaires des facilités bancaires sont les entreprises privées, avec un encours de prêts reçus de 2232,3 milliards de francs CFA, soit 60%. L'État et ses composantes viennent en deuxième position avec 18,5% des encours de prêts. Au Tchad, près de la moitié des jeunes en milieu rural ne sont pas scolarisés ou n'ont aucune qualification professionnelle, d'où un taux de chômage particulièrement élevé. Pour tenter d'y remédier, des organisations non gouvernementales proposent de les accompagner. C'est le cas du Centre Berger de recherche pour le développement holistique qui vient en aide à ces jeunes en leur apprenant un métier. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Joël Maribalo. Au Tchad, environ 42% des jeunes sont exclus des formations professionnelles par manque de scolarisation et peinent à avoir des qualifications pour exercer un métier. Pour transformer ces jeunes en acteurs de développement local, le groupe Centre Berger a eu l'idée de créer un centre de recherche pour le développement holistique. L'objectif est de créer un cadre propice de recherche et d'apprentissage pour les jeunes, quel que soit leur niveau d'études. Nous allons être effectivement dans la recherche. Mais ce que nous appelons la recherche de base. Effectivement, nous orientons notre recherche de base là dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, le développement des techniques agricoles. Comment développer? Et vous voyez, en entrant, vous avez vu le tracteur qui est déjà là. Donc, nous avons déjà commencé la recherche. Mais la recherche de base, effectivement, nous allons solliciter également l'apport de l'enseignement supérieur pour qu'il puisse nous aider. Nous avons de bonnes relations avec le professeur Makaya San, par exemple, qui est un grand chercheur. Donc nous allons nous rapprocher de lui pour qu'il puisse vraiment nous orienter aussi. Le Centre de recherche pour le développement holistique contribue à former de manière pratique les jeunes sans niveau scolaire dans les domaines pérennes comme l'élevage et l'agriculture. Pour les promoteurs du centre, il est question de donner la chance à tout jeune de pratiquer un métier et de contribuer au développement socio-économique aussi bien au niveau national que continental. Les Africains doivent arrêter de continuer à tendre les mains pour les aides publiques au développement. Il est temps
pour l'intelligentsia africaine de se réveiller afin de produire des résultats de recherche concrètes et capables de relever le défi du cercle vicieux de la pauvreté. Le Centre Berger a vu le jour pour apporter sa modeste contribution à ce combat. Le centre se veut aussi un cadre d'échange et de retraite pour les organisations non gouvernementales, les institutions publiques et les acteurs de recherche scientifique et technique. Pour rappel, bien que offert par une communauté religieuse, le Centre Berger est un établissement à caractère laïque. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.